Alors bonsoir à tout le monde, hein. C'est Erev Tov, 7 juillet déjà. Nous sommes à quelques heures donc des grands événements de Yud-Bet ou Gimel Tammuz. Nous, on Comme y on est a déjà. parlé. Nous, on est déjà. Ah, c'est la nuit chez vous déjà? Voilà. Bien, c'est bien. Largement. Bah, tiens, nous, il fait grand jour encore à Paris, vous savez. C'est grand jour là. Oui, c'est très bien. Nous, il est presque C'est bien. 21 heures. C'est très bien. Donc, je me permets donc de vous rapporter, bon, pour nous mettre, on va dire, dans l'atmosphère de la délivrance, d'une des histoires qui nous a... Bon, a priori, on a une coupure. Donc, je disais donc ainsi pour que le rabbi nous a rapporté au nom du rabbi Rayat, qui s'est trouvé une fois, hein, pendant la guerre, dans une chambre, avec tout un kaléidoscope de Yehudim, de toutes les origines, de tout, on va dire, les niveaux d'investissement dans la Torah. Il y avait bien sûr le Nassiador, il y avait le rabbi Rayat, il y avait des, on va dire, des Bélonim, des gens qui faisaient Torah mitzvot, mais Bélonim. Il y en a d'autres, par contre, qui étaient complètement assimilés, très loin de Torah, de Torah mitzvot. Et bon, ils étaient ensemble, il s'est trouvé qu'ils étaient ensemble. Et il s'est trouvé qu'il y a une bombe qui a explosé, il y a un grand rush, un grand bruit. Tout le monde s'est trouvé comme ça sidéré. Et le, et le Rabbi Rayat a entendu, il a rapporté, donc c'est vraiment une histoire des Rebbeim. À ce moment-là, toutes les bouches qui étaient présentes dans cette petite salle, toutes les bouches, de toutes les bouches, est sortie la phrase que tout le monde connaît, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce sont des histoires qui, on a l'impression qu'elles rentrent dans la légende, vous voyez, des histoires comme ça. Mais ce sont des légendes vraies. Ça veut dire que, comme on a vu, comme on a entendu, que dans le moment du Nisayon, la Achdou du clan d'Israël, l'unité du clan d'Israël, ce point commun que nous avons tous, à savoir le Kesher, le lien avec Dieu, qui fait que dans des moments très difficiles, eh bien, pour être nous, éclate en nous donc cet attachement qu'on a en Dieu, et même des gens qui l'ont pratiquement prononcé peut-être qu'une fois dans leur vie, ou peut-être même jamais, mais ils l'ont appris certainement, parce que c'est un slogan connu dans le cas d'Israël, Hachem, Elokeinu Hachem Echad, et ils ont dit ce mot-là. Donc on voit encore une fois ce que le Tanya nous dit, nous répète, que la Nefesh Elokit, l'âme divine que chaque juif possède en lui, elle est égale pour tout le monde. Tout le monde a cette étincelle divine en lui. Et malheureusement, il faut des fois, on va dire, à l'image de l'olive qu'il faut concasser très fortement pour en tirer la meilleure huile. Eh bien, il faut des moments comme ça difficiles pour que s'exprime donc cet attachement que tout le monde a avec que je vous. Voilà donc petite histoire connue, mais qui illustre bien, hein, sur quelle base les chassidés Chabad attachés au Rabbi Rayat, vivent, à savoir qu'on va rechercher des étincelles qui sont là, hein, qui sont parfois cachées, enfouies dans beaucoup de scories qu'on peut les accompagner toute leur vie. Et puis voilà, dans des mondes comme ça, eh bien voilà, ça explose. Ça, c'est un. Je vous rapporte un deuxième assez qui nous est arrivé, qui nous a été rapporté, pardon. Cette semaine, on a eu, ce Shabbat, nous avons eu la chance de fêter une joie familiale, bar mitzvah dans mes petits-enfants, de Sefisra Club. Le deuxième après le Binyamin, sur lequel vous savez que malheureusement il nous a quittés le 7 octobre. Eh bien donc il y avait une joie particulière à cette simcha et des sipours ont été rapportés. Et je vais vous en rapporter un qui vraiment, c'est la première mouture, mais un de mes gendres a rapporté une histoire.
qu'il venait de vivre, parce qu'il était chez le Rabbi la semaine dernière, c'était le Gimel Tammuz. Et ce Gimel Tammuz, étant chez le Rabbi, bon, vous savez comment ça marche, hein, là-bas on rencontre des personnes qu'on n'a pas vues depuis de très très nombreuses années. Il leur raconte, ah, comment vas-tu, Michael, et toi, comment vas-tu, qu'est-ce que tu es devenu, etc. Et bon, Hachem, tout va bien, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Et puis l'intervenant, cet ami, donc, lui dit, tu sais, on a un kécher spécial, toi et moi. Alors, mon frère, il lui dit, ça s'appelle Michael, mon genre. Michael lui dit, ah bon, quel kécher, bon, ça fait de très nombreuses années, je pense que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on ne s'est pas croisés. Et il dit, peut-être, mais on a un kécher très, très profond. Et il dit, ben, peut-être, raconte-moi, dis-moi, tu vas apprendre quelque chose. Il dit, sache que si je suis ce que je suis aujourd'hui, marié, père de famille et bien engagé dans la Torah, comme tu vois, je suis venu Gimel Tammuz chez le Rabbi, c'est grâce à toi. Ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Eh bien, je vais te raconter ce que tu as fait de spécial. Eh bien, il s'est trouvé que on m'a connu il y a plus de 20 ans. J'étais marié, malheureusement, notre union n'a pas été bénie, on a divorcé. Et à la suite de ce divorce, j'ai eu un mashber, j'ai eu bon, un choc, une mini-dépression. Malheureusement, comme ça arrive dans ces cas-là, j'ai beaucoup baissé dans mon engagement dans la Torah et dans les mitzvot. Jusqu'à ce que finalement, j'ai pratiquement tout lâché. C'était très triste, je m'en voulais, mais voilà, c'était quelque part, comme on dit, plus fort que moi. C'était comme ça, j'avais plus de tréchère, j'avais plus d'envie, j'avais plus de vitalité, de chayout. Mais c'est trouvé qu'un jour, j'étais assis à une table de bistrot, de café, disons le lieu, allez, à Boulogne. Et puis, j'étais assis avec une jeune fille, on prenait un café, et puis je vois passer devant moi une personne que je connaissais. Eh ben, c'était toi. Et tu étais avec deux de tes petits-enfants, qui, au rachat maintenant, ont plus de 20 ans, mais ils avaient 3 ans peut-être, l'autre 5 ans. Et tu tenais tes enfants par les deux bras, et tu avançais vers la choule, vers le Beth Rabbah. Je te observais comme ça, eh bien, ça m'a fait un choc terrible de voir un shliach qui est là, qui est en train d'aller doucement, en tenant ses deux enfants par la main, qui vont au Beth Rabbah. Et moi, j'étais un garçon divorcé, qui est tombé, complètement tombé de mon engagement envers la Torah des mitzvot, et qui, par-dessus tout, était assis à un bistrot en train de prendre le café avec une jeune fille. Ça m'a fait un tel choc, j'ai arrêté de parler, et puis je me suis levé, j'ai dit à la jeune fille, écoute, je dois rentrer chez moi, j'ai un problème. Il m'a planté sur place, il est parti, il n'a jamais revu. À partir de là, il a commencé à se poser des questions, à se mettre en question, ça a été lent, c'est une histoire qui date de 20 ans, et bon, Hachem, il s'est remis dans les bonnes rails, il s'est marié, il a eu des enfants. C'est une histoire que, je dis, familiale, et qui était tout à fait extraordinaire. Parce que dans cette histoire, hein, le Moussar Haskel, c'est un point que j'avais souvent entendu dans les histoires qu'on rapporte le Rabbi. Le Rabbi disait, envoyer des gens en mission parfois. Et parfois, les gens revenaient de leur mission, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient rien fait, ils n'ont pas réussi leur mission. Je connais un autre cas comme ça qui ressemble, le chalier en Espagne, à Marbella. Et un jour, un de Rosh Hashanah avait marché beaucoup, 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 beaucoup. Et ben, finalement, il n'a pas trouvé un juif. Passé une partie de sa journée de Rosh Hashanah à la recherche juif, il n'en a pas trouvé. Il n'a pas eu l'occasion de sonner. Mais c'est avéré qu'après, des personnes se sont présentées à lui. Pourquoi? Parce que ces personnes l'ont vu passer et ont été quand même quelque part interpellés, estomaqués par le fait qu'un monsieur en barbe, il fait chaud,
train de marcher avec son chauffard dans la main, en train de chercher quelque chose. Et ben, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait ce jeune, cet Abrech-là? Ben, ils se sont renseignés, c'est un chaliard, ils se sont renseignés, puis ils ont été intéressés par connaître ce monsieur D. Grâce à ça, ils sont intervenus et ils ont fait sa connaissance. Et bien sûr, l'histoire a des suites. De cela, on voit que parfois, on peut être amené à donner un cours, le cours n'a pas d'impact. On peut amener à faire Mutsaïm, comme personne ne fait rien. Mais la présence même que l'on peut avoir dans certains endroits, parce qu'un juif, une juive peut nous voir marcher avec notre aspect général, notre look, notre chapeau, notre barbe, ou même sans chapeau parfois, eh bien, ça interpelle les gens, voilà, un juif fier de l'être, avec ses enfants, un père de famille, prend ses enfants, les emmène à la choule, il marche 1 heure pour les emmener à la choule, petits enfants comme ça, petits bambins, comme ça, sur 2 pieds, eh bien, ça laisse un impact dans le monde. Et c'est ça qu'il faut que nous ayons. Il faut que nous ayons cette gava, cette fierté de dire que toutes nos, toutes nos actions, le rabbi nous donne beaucoup, beaucoup de cochotes sur ça. Toutes nos actions, elles ont une toula, elles ont un impact, elles laissent quelque chose. À plus forte raison, si on donne un cours de Torah, ça c'est des midrashim qui nous disent que les murs sont imprégnés de tous les livrets Torah qu'on a pu dire à l'intérieur de ces murs. Mais là, c'est encore beaucoup plus fort, pas seulement les murs. C'est évident, les murs sont imprégnés de Torah, que ces murs ont entendu. Mais marcher dans la rue avec un aspect général de juif, en soi, c'est un kiddush Hashem. En soi, ça renforce les autres. Je vois que maintenant, en France, beaucoup de gens ont un peu peur, à tort, hein, je dis, j'insiste, à tort, d'avoir peur de ce qui se passe. Il ne faut pas aller dans des quartiers dangereux, bien sûr, et faire provoquer, mais marcher dans la rue, non, il ne faut pas dangereux. Il faut garder sa kippa. Les bachourim quittent la yeshiva vendredi après-midi, prennent le train, ils descendent jusqu'à Paris, ils vont faire des magasins dans des quartiers pas toujours bien reluqués, et malgré tout, ils y vont, ils rentrent béchalom à la yeshiva en fin d'après-midi. Donc, je voulais dire ce sentiment, ce riège que j'ai un jour de Guillemette Tammuz, puisque c'est Guillemette Tammuz, de Yudbet Tammuz, sentir que cette force que nous ont laissé les rébellions, qu'on a une toula sans rien faire. Parce que rien faire, c'est faire aussi. Le fait d'exister, le fait qu'on soit convaincu de notre chita, on sait qu'on est le bien, on sait qu'on diffuse la Torah, on sait qu'en diffusant la Torah, on rapproche des Juifs, en rapprochant des Juifs, Mashiach se rapproche, ça nous donne un aplomb, ça donne une certitude de nous, une menschkeit, sentir qu'on est des hommes, des femmes forts, sur deux, pas parce qu'on a un mérite spécial, mais tout simplement parce qu'on a des idées claires, indiquées par les tzadikés ador, ils nous disent quoi faire, comment faire, et ça c'est quelque chose de fondamental. Une des grandes macas de notre génération qui ne savent pas, ils ont perdu les idéaux, il n'y a plus d'idéaux. En France, c'est une catastrophe. On reproche beaucoup aux Français, ils n'aiment plus leur pays, ils n'aiment plus la France. C'est plus la culture, alors qu'il y a ne serait-ce 50, 100 ans, ils avaient un attachement certain, un attachement charnel avec leur pays. Pas Baruch Hashem, comme nous, on peut avoir un attachement charnel avec Eretz HaKodesh. Mais certains, ils ont un attachement, la vieille génération, un attachement avec leur pays. C'est fini tout ça. Pour un grand nombre d'entre eux, en tout cas, c'est fini. Plus d'attachement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus. Bon, des étrangers peuvent s'installer. Pourquoi pas? La culture, bon, hein, si vous avez entendu le mot maintenant, pas grave, le français, il va se créoliser, il va devenir créole. Donc la bonne vieille langue française que nous aimons parce qu'on est né dedans, hein, il y a pas, je parle pour moi et pour, je pense, hein, tous les francophones, ils aiment leur langue, parce que c'est une langue riche, intéressante, chaleureuse, avec plein d'enseignements. Et bien voilà, on n'aime plus. Au Hachem, nous n'avons pas ça. Nous avons un amour profond pour notre langue, pour notre pays, pour notre culture, pour notre Torah, et on sait que c'est la vérité, c'est ça le point. La souveraineté, c'est la vérité. On est fort parce qu'on sait que ce que l'on dit, c'est vrai. Quand on sait que c'est la vérité, alors on avance tranquillement, avec certitude, et même si parfois ça peut fâcher des autres. Voilà le mot que je voulais partager avec vous un jour de la libération de Rabbi Rayat, qui est vraiment le chef, le héros avec AUL à la fin, de ces concepts, hein, de ces valeurs, du judaïsme. On est fort avec le judaïsme, on le trimballe avec nous, hein, on le traîne avec nous, on le monte partout, on est fier de ce qu'on est.
encore une fois, toujours modestement, Vaïch Moshe Anav Meod, vous connaissez le mot, le Moshe qui était le plus grand des plus grands des plus grands, il était Anav Meod. C'est pas notre route, c'est comme ça. Hein, on est béni pour Israël, on est l'enfant, chacun d'entre nous, un enfant aîné d'Hachem. Ça nous donne, bien sûr, un mérite, mais surtout des devoirs. Surtout des devoirs, hein, surtout d'engagement dans Torah et Mitzvot. Voilà donc le mot que je voulais partager avec vous. Maintenant, faites des grands lechaïm et intégrez tout ça et apprenez encore plus combien il faut être mitkacher, s'attacher aux enseignements du Rabbi par ses enseignements, par ses sikhot, par ses mamarim, etc. Alors, je vais reprendre donc le shiur de la semaine dernière. Pour rappel, on a parlé, on s'est un peu allongé sur le, le issour de Amiral Egoy pendant Shabbat. Nous avons dit que, sauf exception, le fait de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous est interdit. C'est intéressant qu'aujourd'hui, on a rapporté un maasé qui a eu ce Shabbat, et donc je vais le partager avec vous. Tout simple, ils avaient préparé une boîte d'affinage, et puis s'est trouvé, pour une raison déterminée, que la plata était débranchée. La question était demandée, est-ce qu'on peut demander aux non-juifs de rebrancher la plata? Donc on va analyser le cas, hein, on va passer quelques minutes sur le cas. C'est une manière aussi de faire une chazara, de faire une révision sur toutes ces halakhot, aussi bien pour nous, si un juif peut-être a le droit de le faire, et éventuellement, est-ce qu'il peut le demander à un non-juif de le faire, un nochi. Alors donc, demander donc à un non-juif de rebrancher la plaque, il y a deux points, deux nécoudotes. Au niveau du bichoul, de la cuisson de ce qui est sur la plata, la tafine en question, et au niveau de remettre en marche la plata. Alors, au niveau de la cuisson de la dafina, du repas qui était sur la plata, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, il n'y avait pas d'interdiction que le non-juif réchauffe ce repas-là. Pourquoi? Parce que le repas en question, il était encore un peu tiède. Et il avait été complètement cuit avant Shabbat. En tout cas, quand on s'est rendu compte que la plata, par inadvertance, a été débranchée, le mets était cuit. Il avait un peu refroidi. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y avait dans ce repas? Il y avait davar lach et davar yavesh. Il y avait des aliments secs, la viande, des pommes de terre, et de la sauce. La sauce, c'est davar lach. Au niveau des aliments secs, ce qu'on appelle davar yavesh, en bichour alachem bichour. Il n'y a pas une interdiction de cuisson quand ça a déjà été cuit. Donc, dans certaines conditions, si on peut être à même de réchauffer des pommes de terre ou de la viande qui sont d'avoir quelque chose de sec, on a le droit de le faire. Attention, je ne dis pas qu'on a le droit de mettre n'importe où, sur la plata ou sur un feu, ça je dis. Je dis que dans certaines circonstances, on pourrait réchauffer. Donc le fait de demander aux non-juifs de rebrancher la plata, il n'a pas d'impact sur le bichoul du repas. Parce que ce repas était complètement cuit. Dedans, il y avait davar yavesh, pardon, sur le sec. Et pour ça, un bichoul, même si la pomme de terre était complètement refroidie, ça aurait été permis de la réchauffer, parce qu'elle est déjà cuite. Les œufs, pareil, la viande. Il y avait la sauce. La sauce, c'est davar lach. Davar lach, sur le liquide qui est refroidi entièrement, nous tenons qu'il est interdit de la réchauffer. Mais nous dit le Ramal, Admor Azaken, que si le liquide en question il est encore un petit peu chaud, hein, on le mange encore mechamat ramimuto, c'est le mot du Admor Azaken, qu'il est suffisamment encore, n'a pas pris quelque chose de froid, quoi, c'est encore un peu tiède. Le fait de le recueillir, de le réchauffer, il n'y a pas de sur Torah. Donc, le fait de demander au goy, en l'occurrence, par exemple, je vous donne un exemple, si la marmite avait été descendue de la plata,
il n'y aurait pas eu d'interdiction de demander au goy de le remettre sur la plata, parce que ça y est, c'est déjà cuit, certes un peu refroidi, mais même un peu refroidi, le liquide et le solide, il n'y a plus de bichou dedans. Donc à ce niveau-là, il n'y aurait pas d'interdiction de demander au goy de le remettre sur la plata, de réchauffer ce plat, quant au issour de bichoul. Le problème, le problème dans le cas de chez nous, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de remettre la marmite sur la plata, il s'agissait de reblanchir la plata. Or, la plata, il faut savoir, il n'y a pas qu'un issour d'électricité, de brancher au secteur électrique. C'est que quand on le rebranche, vous avez les résistances qui sont portées au rouge. Or, quelque chose qui est du fer, enfin, la matérette qui est portée au rouge, ça s'appelle Mevachel Auto. Ou Maveir ou Mevachel. En tout cas, c'est un issour Torah. Ce n'est pas un issour des Rabbanan. Donc, demander aux non-juifs de rebrancher la plata, c'est un issour Torah, dans la mesure où ça porte au rouge les résistances qui sont sous la plata. Donc, nous avons dit la semaine dernière qu'il est interdit de demander à un non-juif de faire un issour Torah. Un juif qui rebranche à la plata fait un issour Torah. Je ne parle pas de cuisson, encore une fois. Je parle rallumer la plata seulement. Donc, on était coincé. Y avait-il une solution? On ne m'a pas rapporté tout le massé. Je serais incapable de vous dire quelle solution ils ont trouvé. Est-ce qu'ils ont trouvé une solution à l'inoder? Mais sachez que c'est quand même une solution. Je n'ai pas eu l'occasion de développer, mais elle est intéressante. Et dans des cas comme celui-là, des cas ce qu'on appelle de chata dachak, en cas de grand besoin, il est permis donc de s'appuyer sur ces poskim. C'est, écoutez bien le point, ça s'appelle Amira de Amira. Demander à un non-juif que lui-même, ce non-juif, demande à un autre non-juif. C'est quoi la ruse ici? Ce que je demande au premier non-juif, voilà, il y a deux serveurs. Je dis au serveur numéro 1, demande au serveur numéro 2 de brancher la plata. Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Qu'est-ce que je demande maintenant au serveur numéro 1? Je lui demande de faire un issour. Mais quel issour je lui demande de faire? Je ne lui demande pas de brancher la plata. Je lui demande de demander à un non-juif, un autre, un serveur non-juif numéro 2. Donc, ce que le serveur numéro 1 demande au serveur numéro 2, il lui demande un issour des rabanan seulement. Demander à un non-juif, c'est un issour des rabanan. Donc, ce que je demande au serveur numéro 1, c'est de transgresser un issour des rabanan seulement. Je ne demande pas d'allumer le feu, je ne demande pas d'allumer une bougie, je ne demande pas de cuire quelque chose, je ne demande pas de brancher la patate, je demande, va demander à ton copain, à ton camarade, à ton collègue, de brancher la patate. Ça s'appelle Amira d'Avira. Donc, en fait, c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière, shvout des shvout. Demander à un non-juif de faire issour des rabanan. Et ce non-juif numéro 1, il fait qu'un issour des rabanan dans la mesure où il demande à un non-juif numéro 2 d'allumer la patate. Bien sûr, les soirées mitzvah, manger chaud, c'était mitzvah. Mais sachez que euh, Mishavon rapporte ce éther-là. C'est-à-dire, il s'appuie sur ce éther-là. Bon, certains discutent ce éther. Bon, on va dire qu'un éther amené par Mishabura, c'est vraiment le possèque qui me coubale. L'Admorazaken ne dit pas le contraire. Il ne dit pas le contraire. Il ne rapporte pas ce éther-là. Mais il est très logique, parce que puisque nous avons le principe que Shvout des Shvout, les Torah Mitzvah, c'est permis, on peut demander à un non-juif de faire un choix des Rabbanan. Je vous rappelle le cas classique, c'est demander à un non-juif d'aller chercher des chalotes ou du vin de l'autre côté de la rue. Les rues étant carmélites seulement, c'est un choix des Rabbanan seulement, on peut demander à un goy d'amener quelque chose qui est pour une mitzvah, chalote ou vin, ou même le repas de Shabbat, par exemple, ça peut arriver. Ou bien des sidourim, il manque des sidourim à la choule, on peut lui dire, voilà, il y a une maison à quelques centaines de mètres, va chercher les sidourim de cette maison, et la rue, c'est une petite rue qui est carmélite, donc c'est l'histoire des Rabbanan, on peut le demander. Donc voilà, retenez, c'est une halakha quand même intéressante, que un cas difficile où on aurait besoin de faire une mlacha par un goy, si on a, c'est pas évident de trouver le cas,
Mais si on a à disposition deux non-juifs, on pourrait dire donc au premier de demander au deuxième. Peut-être que ça va être une plaisanterie à la fin, hein, c'est-à-dire le premier va demander au deuxième, en tout cas, voilà, le deal est marqué, donc si un jour vraiment vous êtes coincé, vous pouvez vous en sortir comme ça. Vous dites, voilà, le premier va demander à l'autre de brancher la plata. Il va me demander, il va me dire, mais t'as qu'à la brancher toi-même. Il sourit, il dit, écoute, c'est les rabbins qui me disent ça. Voilà. Moi, je te dis, je suis shliach. Shliach. Voilà. Bon, s'il est intelligent, il comprend que notre religion est compliquée, il se tait et il va brancher la plata. Voilà. Donc, c'était une manière aussi de trouver des térimes dans ce qu'on a pu dire la semaine dernière. Je vais partager aussi avec vous une halakha qui est délicate et qui rentre toujours dans ce guédère-là de Amiral Egoy, ou bien un Yehudi qui fait quelque chose d'interdit. Alors, c'est une halakha importante aussi. C'est intéressant, vous prenez quelques notes parce que vraiment, c'est des choses qui sont très fréquentes. Il s'est trouvé dans une simra, une personne partie d'une simra, et puis il a voulu quitter donc la simra et rentrer dans la maison dans laquelle il était invité. Donc, il était invité dans une famille pour assister à un Sheva Brachot à la choule. Et, il a quitté plus tôt le Sheva Brachot et il retrouvé dans la maison de son ami. C'est très proche, il se permettait beaucoup. Et bien, ce monsieur, il n'a rien trouvé de mieux à faire. Malheureusement, ce n'est pas un chômeur Shabbat. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre des légumes, etc., de couper des légumes avec la vaisselle qui est tombée sous les mains et de faire réchauffer des légumes dans le four. Après, ces légumes bouillants, il les a mis dans des assiettes. Waouh! Alors, la personne me demande est-ce que mon four il est cachère? Est-ce que ma vaisselle, qui a touché toutes ces choses qu'il a fait cuire, est-ce que c'est. Il faut les cachériser, pas les cachériser? C'est compliqué? C'est une bonne question. Au Siman Shin Yutre dans le Shulchan Aruch, il est marqué la chose suivante. Voilà, c'est une occasion pour moi de réviser un peu ça la faute avec vous. Israël, Shavar, Asa, Echan Mimlachot Shabbat. Cuire, c'est Asur Ve'anot, mais Amlacha. Il est interdit de tirer profit du melacha qui a été faite par un juif, ben beshogeg, ben bemezid. Si un juif, même par inadvertance, a transgressé une melacha, on ne peut pas profiter des fruits de cette melacha. J'ai eu l'occasion de rapporter le cas c'est presque une blague, mais enfin, elle est arrivée. Une personne qui a eu la bonne idée de prendre 10 sachets de thé, il les a mis dans le kumkum, qui est des richonnes, pour plaisanter avec ses camarades. Ah voilà, du kumkum, il y a du thé tout fait qui sort. Il avait oublié qu'en mettant ces 10 sachets de thé, eh ben, ils allaient cuire, c'est dans Kérishon. Kumkum, c'est Kérishon. Donc, sans le vouloir, il a cuit du thé. Ben, le thé, il est interdit à la consommation. Même de savoir. Personne qui allume des bougies. Allumer des bougies, c'est un Issour Torah. Il allume des bougies, on ne peut pas s'éclairer avec ces bougies. On ne peut pas le dire à la lumière de ces bougies. Voilà, dans transgresser un Issour Torah. Donc, en l'occurrence, cette personne, et bien sûr, Kalvachomer a plus forte raison, si une personne fait transgresser Shabbat sciemment, et médide, volontairement, il le sait, cette personne, elle a cuit des légumes. Les légumes qu'elle a cuits ne sont plus cachers. Il est interdit d'en profiter. Ben lo ben acherim. Personne, je vous dis, qui a allumé des bougies, ni, même, disons qu'il a fait par inadvertance. Il avait oublié, voilà, il était un somnambule, il a allumé des bougies. Ni lui n'a le droit de profiter de la lumière de ces bougies, ni quiconque d'autre. Interdit pour tout le monde. Donc, cet aliment qui a été cuit par la personne, en l'occurrence, c'était Messi, bon, on peut dire qu'il était un peu ignorant, mais il savait qu'il cuisait, il savait que c'était Shabbat. Donc, tous ces aliments qu'il a fait ne sont interdits à la consommation. Donc, dans la mesure où
c'est que ça a été fait dans des ustensiles. Les ustensiles ont avalé des aliments interdits à la consommation. Donc, ces kelim, ils ne sont pas cachers. Donc, la personne me demande qu'est-ce que je fais avec mon four, est-ce que je fais avec mes assiettes qui ont touché ces légumes et ce poisson que l'invité a fait cuire. C'est normal, c'est une chose intéressante. Effectivement, c'est l'équipe, j'en ai. Je vais vous donner un cours, pas si longtemps que ça, que même Bichou Lakoum, c'est un non-juif, il cuit dans nos marmites, il faut cachériser la vaisselle. Là aussi, c'est un juif qui a transgressé Shabbat, il a fait cuire des aliments dans une certaine vaisselle, l'aliment est interdit à la consommation, et bien sûr, l'ustensile dans lequel ces aliments étaient, donc ont transmis leur goût, le goût de l'aliment est rentré à chaud, bien sûr, dans le four et dans les assiettes ou dans les fourchettes, donc il faut tout cachériser. Voilà la question. Alors, sachez une chose, un point intéressant dans cette halakha que je vous dis, c'était pour moi l'occasion de réviser certains points. Le Shulchan Aruch nous dit, toujours dans le Siman Shin Utret, 318, il dit la chose suivante, que Achar Shabbat, l'aliment est permis. Quand les Chachamim nous ont interdit de profiter d'une melacha, d'un issour qui a été fait Shabbat, ils ont interdit ça pendant Shabbat. Mais après Shabbat, c'est permis. La seule exception, que ça reste interdit après Shabbat, c'est si le contrevenant a transgressé Bémézid, sciemment, fait vraiment Bémézid, alors pour lui, cet aliment reste interdit aussi bien à Shabbat qu'après Shabbat. Mais pour les autres, qui n'étaient pas du tout partie prenante dans la Avera, dans l'Issou, c'est cachère. Ça veut dire qu'une personne qui aurait cuit quelque chose, cuit pendant Shabbat, voilà le cas que je suis en train de vous dire, tous ces légumes et ce poisson qui ont été cuits, pour le restant de la famille, c'était cachère. Pour lui, comme il a cuit Bémézid, il était peut-être ignorant, mais bon, il savait quand même que c'était Shabbat, il était invité à Shabbat. Oh. Donc, ces aliments après Shabbat, pour le reste du monde, sauf la personne qui a fait ça pour lui, pour le reste du monde, ça reste permis. Donc, les légumes sont permis. Bon, en l'occurrence, ils n'ont pas mangé, ils ont tout jeté, mais en tout cas, le goût. Et puis bon. Bon, donc je disais donc le goût, on a été interrompu malheureusement, hein, donc le goût de ces aliments a pénétré les ustensiles, donc les ustensiles sont en principe pas cachers. Mais en l'occurrence, là le point qui est intéressant, c'est que cette nourriture-là est interdite après Shabbat, juste pour la personne qui les a cuites, pour lui. Mais pour les autres personnes, ça reste cachère. Donc je résume, c'est très intéressante. Monsieur était très content. Je lui dis non, t'inquiète pas, ton four et tes ustensiles sont tous restés cachers. Pourquoi? Parce qu'ils ont certes avalé de la nourriture qui a été cuite pendant Shabbat avec une avéra et qui a été faite bémézide. Et bémézide, même après Shabbat, cette nourriture reste interdite, mais elle reste interdite seulement pour la personne qui a transgressé, mais pas pour les autres. Donc, puisque pour les autres, c'est cachère, donc le four, il reste cachère. Puis je lui ai ajouté avec un sourire, mais fais attention, que si tu réinvites ton ami là, et que tu lui fais cuire des aliments dans ton four, et ça peut poser problème. Parce que pour lui, la nourriture qui pénètre le four est interdite. Donc pour lui, c'est en quelque sorte un four non cachère. Si c'était son four personnel, il serait obligé de le cachériser. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On va passer à autre chose. Pas de questions? Allô? Oui, Allô, Gérard? Oui, on vous entend. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute, allez-y. Oui.
Vous avez parlé tout à l'heure du cas de cuisson par ce juif-là, par un non-juif, pendant Shabbat. Euh, vous avez résolu l'histoire de Bichoul si c'était quelque chose d'Avar Yavesh, mais pour le cas d'Avar Lach, j'ai pas, j'ai Je l'ai pas. résolu, j'ai compris. Je l'ai résolu parce que c'était encore un peu tiède. Quand le Bon, mais davar est un peu tiède, Admorazaken, il dit il n'y a pas bichoul à bichoul. C'est quand l'eau, enfin le liquide a complètement refroidi qu'il y a bichoul après. Mais tant qu'il est encore un peu tiède, il n'y a pas de problème. C'est clair? donc si c'était froid, Croise, donc donc ça là, n'aurait pas il y été permis. aurait eu. Oui, d'accord. Ça n'aurait pas été permis. Mais si vous avez tout suivi, avec la solution que j'ai trouvée qu'un Oui, goy demandait à un autre goy, ça aurait été permis quand même. Vous voyez? d'accord. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Merci. Je vous en prie. Autre question? Autre question? Pas de question? S'il n'y a pas de question, je continue. Dites-moi. Je continue? Je continue? Oui, oui, oui. Alors, je continue. Alors, puisqu'on a commencé donc, c'est à la fois donc de Amiral Egoy et puis la cuisson. La cuisson qui est faite par un juif, des fois Béchoguet, des fois Bézid par un goy. Je vais changer un petit peu, toujours dans le même sujet, Minyan, Minyan, Beotoinian. C'est des questions que ces 2 dernières semaines, j'ai eu à plusieurs reprises, donc je vous en fais profiter, je les partage avec vous. Nous allons venir sur une souga dont vous avez entendu le titre, qui s'appelle la souga de Nat Barnat. Nat Barnat, ça veut dire, mot à mot, noten tam bar noten tam. Le goût, fils de goût, mot à mot. Et pourquoi cette semaine, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. La première question, c'est que des personnes voulaient faire donc du riz et manger ce riz avec le halavi. Mais pour pouvoir faire la grosse quantité de riz dont il a besoin pour une grande famille, il voulait cuire le riz dans une casserole de viande. C'est fréquent que les gens demandent ce genre de questions. On cuit du riz dans une casserole de viande et on a l'intention ensuite de transvaser ce riz du côté lait et manger avec du fromage, du lait, etc., avec du halavi. Est-ce que cette chose est permise ou pas? Tout le monde a entendu qu'il y a un problème, on ne fait pas cela, cuire du côté lait et puis mettre du côté viande ou l'inverse, on évite, c'est problématique, etc., etc. Donc, je vais commencer à l'envers pour vous donner avec beaucoup de précautions, hein, parce que si on ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants, on peut s'embrouiller facilement et faire des choses qui ne sont pas permises. Donc, je vais vous donner donc un cas, c'est le cas extrême, où parfois on permet de faire ces transvasés comme ça. Et le cas est permis d'après l'immense majorité des poskim si on répond à 3 conditions. 3 conditions. La première condition, c'est que l'ustensile de viande, je vais prendre ça comme exemple, il est eno benyomo de viande. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 24 heures qu'on n'a pas fait cuire de la viande dedans. Ça s'appelle eno benyomo. Notamment, il n'est pas fils du jour. Benyomo, pas fils du jour. Ça veut dire le jour vient de passer, il n'y a pas eu de viande dedans. Deuxième condition, c'est qu'on est dans les conditions qu'on appelle de nat barnat. Ça veut dire que on fait cuire le riz, un aliment neutre du côté viande, surtout sans viande. Sans viande. Donc, quand je cuis le riz dans la casserole de viande, le riz n'avale pas du tam bassar direct, du goût de bassar de viande direct. Le riz avale du goût de viande qui a été dilué
édulcoré par le fait qu'il a pénétré la paroi de la casserole. La casserole a été nettoyée. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette casserole? Il ne reste plus qu'un souvenir de la viande qui a été cuite auparavant. Pas de la viande. On comprend bien que bien qu'un végétarien, il va vous dire, dès que vous leur faites des légumes dans une casserole de viande, il sent la viande, certes, mais il ne sent pas la viande. Il sent de la viande qui a pénétré la casserole, et puis quand vous faites cuire le riz, il ressort dans le riz. Donc, c'est la terminologie de toute façon tout à fait exacte, c'est la viande a donné du goût à la paroi, et la paroi a redonné ce goût à la viande, au riz. Donc, c'est nat par nat, il a donné du goût qui est lui-même pas un goût direct, un fils de goût. Goût, fils de goût. Viande qui pénètre les parois, qui ressort dans le riz. Donc le riz, il a certes avalé du goût de viande, mais édulcoré, qui a été battu en brèche 2 fois. C'est ce qu'on appelle nat barnat. Donc ce riz, il a un rapport, on va dire, à une shaykhut, la viande. On voudrait quand même le mettre du côté lait. Alors je vous ai dit, si vous êtes dans les conditions que je viens de dire, à savoir, je vous donnerai quelques exemples concrets après, que la casserole de viande a passé 24 heures depuis le moment où on a fait de la viande. Deuxièmement, qu'on a fait cuire du riz, jamais avec de la viande directement, que dans la casserole de viande. Donc elle n'a pu avaler de la viande que de la viande qui a séjourné dans les parois avant de ressortir dans le riz. Tout ça, vous le mélangez avec du lait. C'est permis si on répond à la troisième condition, qui est quoi? Qu'on fait ça les tzorer mitzvah, les tzorer shatadacha, des cas exceptionnels. C'est quoi l'exceptionnel? Par exemple, ce qui est marqué dans les livres, dans Chokhmat Adam et d'autres, si c'est Erev Shabbat, par exemple. Erev Shabbat, préparer le repas de Shabbat, c'est une grande mitzvah, et il se trouve qu'on est obligé de préparer beaucoup, beaucoup de riz. Voilà. Et puis là, j'inverse le cas, beaucoup de riz, et puis le seul moyen de faire ce riz, c'est de le faire dans une casserole de lait, en l'occurrence. Et puis ce riz, finalement, il va être mangé avec la viande. Eh bien, je répète les conditions. Si le seul moyen d'obtenir donc mon riz, que je vais manger avec la viande pendant Shabbat, c'est de le faire cuire dans une casserole de lait, sans lait bien sûr, hein, mais que la casserole de lait a avalé du lait, du halab, il y a plus de 24 heures, donc elle est enna batioma, elle a passé les 24 heures de lait. En plus, c'est nat barnat parce que le lait est rentré dans la paroi, il est ressorti dans le riz. Donc j'ai du riz qui a les deux qualités. Premièrement, c'est du nat barnat, c'est du goût fils de goût. La deuxième qualité, c'est que c'est eno benyomo, ça a passé 24 heures. Ces deux conditions, si en plus je suis dans une situation où je prépare ça pour un repas familial, qui est une mitzvah, un Sheva Brachot, un Erev Shabbat. Le cas marqué, c'est Erev Shabbat, mais on peut élargir. Alors, des cas de Shabbat Achak, il n'y a pas le choix, il y a une grande famille, etc. On peut utiliser cette. Bon, vous entendez bien, je répète que c'est des choses à éviter. Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'elle a fait là. Elle a fait son riz dans la vaisselle de lait, puis elle nous met ça dans la vaisselle de viande, oh, c'est compliqué, etc. Pour ça, je conçois qu'il faut éviter ce genre de choses. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas l'habitude d'enseigner ça à la Chod de Nat Barnat, parce que je crains toujours que certains comprennent pas tout à fait à 100% et puis se permettent plus que ce qui est permis. Voilà. Donc, ceux qui le feront, j'ai envie de vous dire, rappelez-leur avant de le faire. Ou en tout cas marquer noir sur blanc qu'il faut 3 conditions. Nat Barnat, Eno Benyomo et Erev Shabbat. Shatadachak, ça veut dire des cas exceptionnels. Si vous répondez à ces 3 conditions, oui, on peut permettre le vrai nat barnat, c'est-à-dire vraiment mélanger le riz vraiment avec de la viande ou avec du lait, avec l'inverse. Voilà. Maintenant, quelque chose qui est plus facile de le permettre, continue, c'est la chose vraiment très intéressante, c'est si on va manger du nat barnat, donc le riz, encore une fois, qui a été cuit du côté, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure, hein, du riz, du côté viande, et je vais le manger du côté lait. Si maintenant ce riz en question, je vais demander du côté lait, mais pas avec du lait vraiment. Je vais manger mon riz avec des salades, avec des tomates, etc. Je fais une recette comme ça. Mais je vais finir le repas avec du fromage, ou bien je vais prendre un verre de lait.
mais pas mélanger directement avec le riz. Ça s'appelle nadbarnat ze acharze. Ça, c'est permis. Et je vais même plus loin. Dans le cas que je viens de vous dire, c'est un deuxième cas, hein, faites bien la distinction. Je vais manger donc un repas cuit du côté viande, sans viande bien sûr. Je vais manger du côté lait. Mais je vais manger du côté lait, mais pas directement avec du lait ou du fromage, mais un après l'autre. Ça arrive extrêmement souvent quand il y a des salades. Il me reste des salades de Shabbat. On voudrait manger ces salades, finir le repas avec du fromage, avec un café au lait. Ouais. Très fréquemment, on a des légumes qui sont cuits du côté viande. Mais est-ce que ça nous oblige à nous refuser un repas lacté? Non, non. Vous pouvez manger vos salades cuites du côté viande. Et puis au milieu du repas ou en fin de repas, vous prenez ou du lait, du fromage, ce que vous voulez, une tarte, un gâteau au fromage blanc, etc. Vous avez le droit de le faire, vous voyez. Et mieux que ça, je vous disais que même que votre nat barnat, les salades ou le riz en question, ont été cuits du côté viande, même dans une casserole batioma. Là, je vais plus loin. Ça veut dire qu'on avait fait de la viande, on va dire, à 8 h du matin, et 2-3 heures, on a nettoyé la casserole, et 2-3 heures après, on a cuit du riz. Donc le riz, il a avalé le coup de viande du jour, moins de 24 heures. Donc il est, on va dire, plus imprégné de viande que si on l'avait cuit 24 heures après la viande. Malgré tout, si vous mangez ce riz dans un repas lacté, vous pouvez le faire si vous ne le mélangez pas avec le lait. Ça veut dire, je vais donner un cas concret, hein, que ça rentre dans notre quotidien, ça veut dire des salades qui auraient été préparées vendredi, et certaines, on ne se rappelle plus, c'est possible qu'on les a fait dans des casseroles de viande, dans lesquelles le jeudi soir, on a fait de la viande, c'est possible. On ne se rappelle plus bien. Je ne suis pas sûr que mes casseroles étaient en abattoir, qu'elles avaient passé 24 heures. C'est possible. Donc, il est possible que mes salades, et non, il en reste des salades shabbatiques, elles ont été cuites dans de la vaisselle, viande, dans laquelle il y a eu de la viande dans les dernières 24 heures. Eh bien, si je décide de manger mes salades, mais de ne pas les mélanger directement avec du lait, hein, c'était des œufs, etc., je vais le manger, après je mangerai mon lait, ou avant, mais jamais en même temps, c'est permis. C'est très intéressant comme à la fin. Rappelons-nous donc Nat Barnat, Zéa Kharzé, c'est moutard même quand la casserole était batioma. Je vous en dis encore une ou deux. J'espère que c'est bien assimilé. Hein. Ce ne sont pas des notions qui sont faciles à assimiler. On comprend sur place et après, dans les cas concrets, on s'embrouille parfois. Tout ce principe que je viens d'expliquer, qu'il y a des cas où on permet quand le riz a été cuit du côté viande et que le manger du côté lait, bon, j'ai expliqué. Quand on répond aux 3 conditions, ça marche. Il faut savoir que lorsque l'on a utilisé, coupé davar harif, tout le monde a entendu parler de davar harif. Davar harif, ça veut dire quelque chose de piquant. Eh bien, en général, on cite l'ail, l'oignon. On considère que même si le couteau était énobénium de viande, on a coupé ce couteau, dès que vous avez coupé un oignon avec un couteau chez vous, l'oignon devient viande. Méfiez-vous de ça. Et même vous êtes sûr que le couteau, dans les dernières 24 heures, on n'a pas coupé de la viande chaude. Pourquoi? Parce que nous sommes marchmirim de considérer, malgré toutes les discussions, les différentes opinions que nous ayons, malgré tout, nous considérons que la harifout, le côté piquant, le côté fort de l'union de l'ail, etc., il a une force, non seulement d'extirper le goût de vin du couteau, donc c'est à froid, quand vous coupez l'oignon, à froid, mais la harifout et ce qu'on appelle durka des sakina, le fait que quand on coupe avec un couteau, toujours un petit échauffement qui se produit. Donc l'union de ces deux choses fait que le goût de viande qu'il y a dans le couteau, il sort dans votre oignon devient viande. Méfiez-vous, hein, ça j'insiste. Souvent on voit des demi-citrons qui traînent dans le frigo, et pas toujours tout le monde sait si ce demi-citron a été coupé avec un couteau viande ou lait.
Auquel cas, il sera ou viandoulé. Méfiez-vous de cela. Donc, le point que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, tout signal de notre barnat, quand l'élément que l'on coupe, c'est piquant, alors on considère que le piquant, il a une force d'extirper vraiment la substantifique moelle, si j'ose dire, de la viande. Et donc, il n'y a pas les térim de notre barnat. Malgré tout, ben, c'est ça le point que je veux vous dire, qui est Hidushi qui est marloquet bemet. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui sont martyrs, mais on peut s'appuyer sur les méquinim dans l'occurrence. C'est que si on mange ces oignons, ces tailles ou ce citron, zéharzé, pas en même temps, zéharzé, on peut permettre de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez que vous ayez une salade dans laquelle il y a de l'ail et des oignons. C'est très fréquent. Ces tailles et oignons, ils ont été coupés avec un couteau de viande. Donc, on a dit que cet oignon, il devient vraiment viande. J'ai envie de vous dire, vraiment sans être vraiment, quoi. C'est une darga intermédiaire. Eh bien, il n'est pas interdit de prendre cette salade avec les oignons coupés, l'ail tout coupé, les citrons coupés. Il n'est pas interdit, si vous ne le mélangez pas directement avec du lait, vous mangez d'abord votre salade et ensuite vous les zéharzé, c'est permis. Alors qu'on pourrait dire, ah non, il a mangé de la viande maintenant. Puisque ça va Harif, il a extrêmement de la viande du coup trop. Et si on mange de la viande, on peut prendre du lait après. Comme ça, bon, il y a un rabbi qui va dire tout ça, bon, les proscrits qui parlent de ça, et qui donc permettent. Et donc, Kitour, qu'est-ce qu'on va retirer de ça? Kitour, ça veut dire que si vous avez des restants de salade d'un repas, ou shabbatique ou pas shabbatique, il y a souvent des restants comme ça de légumes, etc., etc., et très souvent, avec ces légumes ont été coupés des oignons, de l'ail, etc. Donc, ces oignons-là, c'est des oignons viande, entre guillemets. Oui, mais dans la mesure où, finalement, c'est pas complètement viande, parce que finalement, c'est le goût de la viande qui est rentré dans le couteau et qui est sorti dans le citron, donc c'est quand même un petit peu notre barnat. Je dis un petit peu pour interdire de le mettre directement avec du lait, mais suffisamment petit peu pour dire que je pourrais les manger et ensuite prendre du lait, finir mon repas avec du lait. Pour être mécatser, que ce soit clair dans la tête de chacun, ça voudrait dire que toutes les salades qui auraient été faites sans viande, bien sûr, je l'entends, il n'y a jamais des morceaux de viande dedans, toutes les salades qu'on fait, pour une fête, pour une simra, plein de salades sur les tables, c'est la mode. N'importe quel mariage, vous avez 15 salades sur la table. Et c'est sûr que ils ont été coupés avec de l'oignon, de l'ail, du citron, qui sont d'avoir harif. Eh bien, toutes ces salades ne deviennent pas suffisamment bassariques pour m'interdire de prendre du lait en fin de repas, je dis bien. Je ne pourrais pas le manger avec du lait ou avec du fromage, mais je peux manger toutes ces salades et zéharzer l'un après l'autre pour finir mon repas avec du lait ou du fromage, etc. C'est comme très intéressant comme éther. Et ça peut beaucoup servir. Je connais beaucoup de gens qui disent oh non, non, on ne peut pas mélanger, on ne peut pas finir le repas avec un yaourt. Non. Sachez qu'on peut le faire. Bien sûr, il faut dominer ces halakhot. N'hésitez pas à demander. Mais si on les domine, ça vaut vraiment la peine et ça permet de profiter de tous les aliments que l'on a à la maison plutôt que de les jeter. Y a-t-il des questions là-dessus? Bonsoir, oui, Rav. bonsoir. Oui, Allez-y. bonsoir. Je vous En écoute, fait, bonsoir. pour l'histoire des salades, parce que je voulais justement vous poser la question, à savoir que si les salades comportaient de l'oignon, de l'arissa, du citron, si on pouvait consommer après une glace ralavi. Donc, c'est Et ben faisable. voilà. Vous avez répondu. Mais maintenant, les 24 heures pour lesquelles il faut attendre pour le premier cas dont vous aviez parlé, pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer pour le four alors? Si je n'ai pas utilisé mon four pendant 24 heures, que je l'ai nettoyé, alors je pourrais mettre une pizza si j'ai fait un poulet rôti le mercredi et le vendredi, je pourrais mettre une pizza vendredi midi, par exemple, à la vie. Dans le four? Ben oui, alors à ce moment-là, si ça s'applique pour la marmite, dans la Non. mesure où elle n'a pas été Non. utilisée 24 heures avant. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Non, ça s'appelle pas dans la marmite parce que la grosse différence, elle est comme ça. C'est que dans les parois de la marmite, il y aura d'abord de la viande qui aura pénétré, puis il y aura une couche de lacté. Dans le cas que je parle, revoyez bien, réfléchissez bien au cas. C'est
le goût qui est rentré dans la casserole, je cuis du riz dans une casserole, il y a le goût qui est rentré dans la casserole et qui ressort dans le riz. Donc déjà, Ah, il a été battu en brèche 2 fois. D'abord, il est rentré mhm. dans puis il est sorti dans le riz. Et après seulement, je le mélange. Alors que dans les parois de votre four, dans la même paroi, vous allez d'abord faire rentrer de la viande et puis vous allez faire rentrer ça, on n'a pas le droit. Et oui, je sais qu'on n'a pas le droit, je ne le fais pas, mais Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Parce que oui, oui. vous avez mis directement dans le même élément, vous avez mis directement et du lait et de la viande. Certes, à 24 heures d'écart, mais ça, c'est interdit quand même. Et oui, c'est pour ça. D'accord. Très bien. Voilà. Autre question? Bonsoir. Juste l'histoire du couteau, quand vous parlez d'un couteau, si le couteau il était propre, et que c'est un couteau qui n'a pas servi 24 heures, ou si le couteau il est propre, si on fait une salade, on coupe des oignons, des tomates, etc., avec un couteau qui sert au bassari, qu'on le met dans une assiette en plastique, on peut pas mettre de la mozzarella ou quelque chose dedans. Le couteau il rend le légume bassari. Si vous avez coupé du harif, si vous avez coupé que des tomates et que le couteau était parfaitement propre, Ouais, il n'y a pas de vous problème. pouvez. Mais si vous avez coupé des oignons, l'oignon, il a avalé, il a Ah, extirpé le goût de viande parce qu'il est harif, c'est comme si c'était haché. l'oignon il aspire quoi, c'est une éponge, c'est comme une éponge. Exactement. J'ai compris, j'ai compris. Ok. Autre question? Bon, voilà, je pense que bon, c'était la route qui sont fréquentes, qui sont courantes, mais elles sont tellement demandées que c'est toujours bien de faire Khazorba vers Khazorba qui coule là-bas. Hein. Donc, c'est l'occasion de revenir sur ces halachot de cache-route. Et donc, B'ezrat Hashem, donc continuez là-dessus. N'hésitez pas à noter vos questions. Vous avez vu toutes les questions que j'ai soulevées aujourd'hui, c'est des questions qui ont été posées. La chose, hein, une personne, pas Mechal de Shabbat qui cuit, c'est vraiment ça arrive une fois à fréquence. Hein, une personne qui cuit, l'impact que ça peut avoir sur le four, sur la nourriture qu'elle a cuite, c'est vraiment des choses malheureusement courantes. Et donc, il faut Excusez-moi, bien. Raph. Oui, C'est quoi la liste de Kharif? Harif, les classiques, c'est le citron, l'oignon, l'ail. Euh, c'est ce qui me vient comme ça. Larissa, Larissa. Larissa, oui, les piments piquants, c'est Harif. Faut voir, j'imagine le réfort, le radis noir, tout ça, c'est vraiment très, très, très fort. Comme, dans le cas du radis noir, c'est le cas. Le citron, ça pique pas le citron si? Pourquoi le citron? C'est très. C'est aigre. Il y a l'aigreur du citron, fait que ça c'est pas. J'ai Voilà. compris. Okay. Vous avez raison, vous faites une bonne remarque. C'est pas seulement le concept de piquant, c'est le concept de quelque chose qui est très fort, quelque chose de. En hébreu, charif, ça veut dire fort. Ça veut dire fort. C'est charif. Voilà. Ok. Alors voilà, on va continuer comme ça dans l'étude de la Torah. N'oubliez pas, il ne faut pas lâcher le morceau. Au Hachem, les événements avancent. On voudrait que ça aille plus vite pour les prisonniers, pour tout, pour le clan Israël, pour la place du clan Israël. On est en train de plus en plus prendre notre place dans le monde. Les goïms comprennent que la vérité, elle est chez nous, pas chez eux. Sur les milliards de mensonges qui ont été dits, on commence à voir, enlever le masque du mensonge qui est dit et que, comme d'habitude, le clan Israël a montré que c'est lui qui a raison. Et donc, il faut qu'on se renforce, qu'on continue les Télim là-dessus. Et comme j'ai dit plusieurs fois, avoir la conviction que notre petit Télim, comme ça, qui a l'air de rien, il a un impact énorme. Hein, comme le Tzemar Tzedek qui dit, le fait de faire Télim, le Shabbat Vachim, on ne sait pas l'importance que ça a au dos d'Hachem, et c'est bon pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour notre entourage, etc. Donc, avoir conscience, avoir la fierté, disons même l'orgueil de savoir que nos Télim, nos Tvilot, elles ont un impact et elles changent le monde. Biat Mashiach, très bientôt, B'ezrat Hashem. Voilà. Bonne tour et bonne soirée à tout le monde. Merci bien.